Bonjour tout le monde. Je pense que vous avez eu le temps de lire le titre, Internet libre ou Minitel 2.0. Donc moi je suis Benjamin Bayard, French Data Network, c'est l'association que je préside. D'habitude sur le premier slide j'explique un petit peu ce que c'est que FDN, mais comme je vais en parler pendant 45 minutes de ce que c'est que FDN, je vous l'expliquerai à la fin si vous n'avez pas compris. Donc on va passer tout de suite au plan vite fait de ce que je veux vous raconter. Je vais essayer de faire court pour qu'on ait le temps de troller, de débattre après. Puis si je fais long, on débattra dehors avec du café et des cigares. Donc je vais faire un tout petit rappel historique. Je ne prétends pas être exhaustif sur l'histoire, c'est juste recadrer 2-3 idées de base. Un petit peu après, on parlera de modèles techniques entre Minitel et Internet. Un petit peu après, on parlera de modèles économiques entre Minitel et Internet. Un petit peu après, on parlera des différents acteurs de ces deux mondes. Ensuite, on parlera de quelques questions juridiques relativement simples, mais qui ont un impact majeur. Et j'essaierai de passer un petit peu plus de temps sur la conclusion parce qu'elle est importante. Bon, on va commencer par l'histoire. Rapidement, quelques points clés. Pourquoi est-ce que je viens vous parler d'Internet libre dans une conférence qui parle de logiciels libres? Basiquement parce que ça se ressemble. C'est à peu près les mêmes dates. C'est-à-dire que l'apparition d'Internet et l'apparition des logiciels libres, curieusement, c'est vaguement la même époque. C'est la fin des années 70. C'est le moment où les deux prennent leur essor. Ce sont les mêmes acteurs. C'est-à-dire que si vous fouillez qui sont les gens qui ont des idées dedans, qui sont les gens qui font des choses, ben vous verrez que globalement, c'est les mêmes. Ou pour le moins, ils se connaissent, ils se côtoient. Vous constaterez que ça a cru à peu près à la même vitesse. C'est-à-dire que si vous regardez l'essor d'Internet, vous regardez l'essor du logiciel libre, vous verrez ce sont deux courbes qui finalement se ressemblent. Le mode de fonctionnement est le même, c'est-à-dire le côté auberge espagnole. Chacun amène quelque chose. Si vous regardez comment sont définis les standards du net, ce qu'on appelle les RFC, vous verrez que les RFC sont définis de manière assez collaborative, au moins historiquement. Et puis après, c'est moins vrai. En fait, ce à quoi je veux en venir, c'est que c'est la même chose. C'est-à-dire que sans logiciel libre, pas d'Internet. Si Bind n'avait pas été libre, si le protocole de routage IP n'avait pas été libre et ouvert, Internet ne serait pas né. Donc sans logiciel libre, pas d'Internet. Sans Internet, pas de logiciel libre. Évident. Si on supprime le mail et les échanges électroniques de code entre développeurs pour faire mûrir les softs, ça ne peut pas marcher. Les deux sont intimement liés. En fait, ce sont deux facettes d'un même objet. Cet objet, si vous voulez, on débattra tout à l'heure. Je pense que c'est ce qu'on appelle la société du savoir, l'économie du savoir. Mais ce sont deux facettes du même objet. On ne peut pas dissocier Internet et le logiciel libre. C'était ça le bout d'historique que je voulais vous rappeler. Maintenant, on va s'intéresser rapidement à quelques petits aspects techniques, en commençant par les réseaux usuels, c'est-à-dire le Minitel en France, c'est-à-dire d'autres réseaux du même type dans d'autres pays. Le réseau normal, jusqu'à Internet, en fait, tous les réseaux autres qu'Internet, ce sont des réseaux centrés. C'est-à-dire qu'il y a un centre du réseau qui contient, selon le contexte, la base de données, la puissance de calcul, les informations, l'intelligence, pour faire rapide. C'est un réseau où les terminaux de consultation sont passifs. C'est-à-dire que le terminal de consultation du réseau, l'exemple type, c'est le gros ordinateur de l'université des années 60, qui est tout seul dans une salle machine. Il y a un réseau sur toute l'université avec des terminaux passifs qui permettent de se relier à ce gros ordinateur. Ça donne des réseaux qui ne grandissent pas bien. C'est des réseaux sur lesquels, au-delà de quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, ça ne marche pas terrible. Typiquement, c'est un réseau en étoile. L'exemple vraiment standard en France, c'est le Minitel. Il y a un serveur central, il y a des terminaux passifs qui viennent se connecter par téléphone sur le serveur central pour avoir accès à l'information, typiquement des horaires de train. Une des évolutions qui a eu lieu sur ces réseaux traditionnels, c'est le BBS. Le BBS reste un modèle
Alors BBS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Built-in Board System. C'est ce que faisaient les geeks à la fin des années 70, au début des années 80, même jusqu'à la fin des années 80. Ça reste du réseau centré, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui tient le BBS et il y a des gens qui se connectent dessus pour discuter et pour échanger. Le réseau Internet. Structurellement, il est très différent. Internet, c'est un réseau qui n'a pas de centre. Internet, c'est juste une toile qui n'a pas de point central. C'est un réseau où chaque terminal est à la fois serveur et client. C'est quelque chose qu'on connaît tous par cœur maintenant, client-serveur. Les gens se sont mis à le redifférencier. C'est-à-dire qu'on croit qu'il existe des clients Internet, on appelle ça des bleus ou des utilisateurs avec un navigateur, et puis il existe un serveur Internet, ça c'est un truc très cher quand on est dans une salle machine où il n'y a pas d'interface graphique. C'est pas vrai. Internet, c'est un réseau d'ordinateurs qui sont tous à la fois clients et serveurs. C'est un réseau de type maillé, c'est pas une étoile. Il n'y a pas un nœud d'échange mondial du trafic Internet dont tout le reste ne serait que des ramifications. On peut rayer l'Amérique du Nord de la carte, Internet continuera à fonctionner. Oui, s'il y avait un centre, il sera en Amérique du Nord, a priori. En fait, la formulation qu'on retient habituellement, c'est qu'on dit que sur Internet, on a mis l'intelligence en périphérie du réseau. Dans le Minitel, on a mis l'intelligence au centre. C'est le contenu, c'est les bases de données, avec des terminaux débiles autour. Internet, c'est le contraire. On a mis des routeurs idiots au centre, et on a mis en périphérie des ordinateurs qui réfléchissent. C'est ça le modèle d'Internet. La grande révolution qu'a été Internet, c'était d'apporter ça. Parce que des réseaux téléinformatiques centrés, on en fait depuis les années 50 à peu près. Où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, petit aparté, je vais m'arrêter quasi exclusivement sur le mode de fonctionnement d'Internet en France. D'abord parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Ce que je vais vous dire est à peu près vrai dans tous les pays du monde, sauf que je ne connais pas les noms des protagonistes en Allemagne ou en Suisse ou en Espagne, etc. Je connais bien par contre les protagonistes français. Un premier exemple que je trouve distrayant, c'est la vidéo à la demande. La vidéo à la demande que vous avez chez Free ou chez Orange, c'est un serveur central qui tient toutes les vidéos. Et puis c'est un boîtier relativement débile qu'on appelle Machinbox, qui est branché sur votre télé, qui permet de la regarder. Vous, je sais pas, moi, ça, c'est du Minitel. Il est en couleur haute définition, mais c'est du Minitel. D'ailleurs, vous regarderez, on paye à la minute, comme sur 3615 machin, pareil. Le courrier électronique. Moi, quand j'ai appris le courrier électronique, quand j'étais petit, on m'a dit, c'est le login de l'utilisateur, le nom de la machine, mon adresse mail, c'est Bayard B, ça c'est mon login, edgar.fdn.fr, ça c'est ma machine. Quand vous faites sur Internet ping edgar.fdn.fr, si ça répond, c'est que mon PC à la maison est allumé et est connecté à Internet. Jean-Paul.dugenou@wanadoo.fr, moi je suis prêt à parier que sa machine ne s'appelle pas wanadoo.fr. Le type qui a la machine qui s'appelle wanadoo.fr, il a 56 millions d'adresses mail dessus. Je suis persuadé que c'est pas vrai. Il n'a pas, lui, perso, 56 millions de boîtes aux lettres. Avoir mis 56 millions de boîtes aux lettres sur le même domaine, sur la même machine, c'est avoir mis tout le contenu au centre. Votre correspondance à vous. Au centre. Ça, c'est pas de l'Internet, c'est 3615 ULA. En moins X. Dailymotion, YouTube. J'ai pris l'exemple français, l'exemple américain, tout le monde les connaît. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Ah, c'est marrant comme tout. On pose des vidéos, les gens regardent, c'est rigolo. » Et puis, à peu près 30 secondes plus tard, je me suis dit « Bah oui, mais c'est con, je vais le mettre sur mon PC, moi, la vidéo. » Juste, j'ai pas la bande passante en upload pour le faire. C'est-à-dire qu'on m'empêche techniquement de le faire. Mais ça n'a rien à foutre chez eux. Je veux dire, les vidéos du baptême de mon filleul, ça n'a rien à foutre chez Dailymotion. Ça devrait être chez moi. Accessoirement, quand on parlera économie, celui-là, il est bien mignon. Il y a des beaux morceaux dedans.
Ça, j'aime bien aussi. Google, Yahoo, MSN, c'est à peu près les 3 moteurs de recherche qui font 95% de la recherche sur Internet et de l'indexation. À une époque, quand on cherchait le site Minitel qui permet quelque chose, on tapait 3615, puis au lieu de taper le nom du site dans la case nom du site, on allait dans la case rechercher, puis on tapait des mots-clés, puis France Télécom proposait des services Minitel auxquels on pouvait se connecter. Bon, ben ça s'appelle Google. Ils l'ont fait en couleur, ils l'ont fait en grand, ils l'ont fait avec de la pub sur le côté, mais c'est le moteur de recherche du Minitel. C'est pas ça Internet. Internet, c'est pas les 8000 machines de Google qui détiennent le savoir de l'humanité. Internet, c'est le contraire de ça. Donc finalement, côté réseau, sur la technique, c'est pas du net. Ce que vous utilisez couramment, c'est pas du net, c'est du Minitel. Sur le modèle économique, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Parce que je ne sais pas si vous avez repéré, le mode de facturation n'est pas tout à fait le même. Le mode de facturation de la téléphonie, comment il fonctionne? Alors il fonctionne avec de l'abonnement. C'est-à-dire que pour avoir accès au réseau, vous devez être abonné au réseau. Ça, c'est relativement classique. On arrive à le justifier en disant que c'est pour payer l'infrastructure. C'est-à-dire que comme quelqu'un est venu un jour agrafer un fil de cuivre sur votre mur pour vous donner du téléphone, pendant 80 ans, vous allez lui payer. Le cuivre est cher, certes, mais pas tant. Et ensuite, c'est un jeu de ce qu'on appelle demi-terminaison. Je ne suis même pas sûr que ce soit le terme exact. Mais les gens de la téléphonie connaissent ça par cœur. Alors, ça n'existe pas quand je téléphone à mon voisin et qu'on passe tous les deux par France Télécom. Par contre, ça existe quand je téléphone, même dans le modèle historique des années 70, quand je téléphone à mon copain qui habite en Espagne. France Télécom et son homologue espagnol vont se facturer des demi-terminaisons. C'est-à-dire que moi, je vais payer une partie du coût, et en fait, mon copain va payer aussi une partie du coût, chacun des opérateurs facturant la moitié d'une connexion. C'est important de comprendre qu'on paye aux deux bouts. Parce que c'est un modèle qui est relativement particulier. En fait, moi, je paye la communication, et mon pote, il a payé l'abonnement pour que je puisse l'appeler. Et les opérateurs se facturent entre eux sur ce mode-là. C'est flagrant quand on creuse un petit peu le modèle du roaming international. C'est-à-dire quand je vais avec mon joli téléphone Bouygues à Stockholm, comme il n'y a pas longtemps, le jeu de refacturation entre l'opérateur de Stockholm et Bouygues Télécom, c'est vraiment des demi-aboutements d'appels, avec un appel sortant vers la France, un appel rentrant vers Stockholm, parce que je téléphonais via un numéro de téléphone français au gars qui était dans le même restaurant que moi, qui était lui aussi sur un numéro de téléphone français. Ça faisait des nœuds assez curieux, mais dans le jeu de facturation, il se facture plein de demi-appels, et ça génère finalement beaucoup de sous artificiels, puisqu'ils s'entrefacturent, donc en fait c'est de l'argent qui s'annule. Le mode de facturation sur Internet est assez différent. Alors vous ne le connaissez pas forcément bien. Ce dont je vais vous parler, c'est soit du mode de facturation d'il y a quelques années, quand Internet commençait, n'était pas encore trop parasité, ou de celui qu'on croise encore dans la facturation entre opérateurs. D'abord, en général, sur Internet, il n'y a pas d'abonnement, il y a des frais de construction. Ça a coûté 400 € de tirer le câble pour amener le réseau, eh ben on paye 400 € de frais de construction. Ça, c'est classique. C'est pas un abonnement. Ensuite, il y a une facturation soit au volume, soit au débit, ce qui revient au même. C'est-à-dire qu'à l'époque où les débits des lignes de connexion à Internet étaient faibles, on payait au débit de la ligne. C'est-à-dire quand on louait une liaison 32 kilobits, ça coûtait à peu près moitié moins cher qu'une liaison 64 kilobits. On ne payait pas vraiment l'abonnement au média lui-même. Ce qu'on payait, c'était le débit garanti dessus. De nos jours, on retrouve encore ça dans le mode de facturation entre opérateurs. Quand deux gros opérateurs Internet se facturent quelque chose, c'est-à-dire quand Gitoyen paye sa bande passante à Level 3, on paye au volume.
Donc on a posé un Teuio à 100 MB, on en a consommé 30 dessus, on paye 30 MB. Si on consomme 0, on paye 0. Alors bien évidemment, ce mode de facturation est particulièrement injuste, parce que vous imaginez bien que la négociation entre un opérateur international, tendance intercontinentale, et le nain de jardin, qui est l'opérateur local de votre bled, la négociation, elle est vite vue, hein, c'est le prix qu'il veut. Puis il n'y a pas vraiment bien de concurrence. Pour vous donner une petite idée, sur les biens de consommation courants, entre le prix de gros sortie usine et le prix de détail chez le marchand au coin de la rue, il y a au maximum un facteur 10-15. Sur Internet, dans le prix de la bande passante, entre le prix vraiment d'échange entre très gros opérateurs internationaux et le prix de vente au détail chez les tout petits opérateurs, il y a un facteur 35, 40, 50. Quel est le modèle actuel que vous connaissez? Ben, ce que vous connaissez, c'est 29,99 € chez un opérateur dont j'ai déjà cité le nom. Les autres se sont alignés dessus. Ça, c'est un abonnement, comme pour le téléphone. Il reste la facturation au volume, mais elle n'existe que dans les facturations entre opérateurs, c'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui sont des nœuds du réseau, qui sont les opérateurs, qui, eux, sont sur Internet. Et puis, il y a les bouseux, les gens qui ont un accès avec une machin box. Et on est venu sur un modèle qui est assez bizarre, qui a beaucoup émergé ces dernières années, de publicité-publication. C'est-à-dire que si Monsieur France 2 veut être proprement diffusé, il paye un droit de publication. C'est-à-dire qu'il paye les opérateurs réseau pour être diffusés. S'il y en a certains parmi vous qui ont suivi les débats sur la liste FRNOG il y a quelques mois, la trame sous-jacente, c'était M. Free qui disait à M. Dailymotion « Je ne transporterai pas ta merde si tu ne me donnes pas des sous. » Ça, c'est le droit de publication. Curieusement, il n'y a pas ça d'habitude sur Internet. C'est quelque chose d'assez récent. Et puis, il y a la publicité. C'est-à-dire que comme vous êtes des gens très partageurs, vous avez vos vidéos perso, aguichantes ou non, que vous mettez sur Dailymotion, histoire que tout le monde en profite. Curieusement, les reversements publicitaires que perçoit Dailymotion, vous ne les percevez pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous leur confiez votre contenu pour qu'ils y gagnent leur publicité. Ça, c'est un modèle assez particulier. Et si vous regardez bien, le mode publicité-publication, où on paye au debout, c'est-à-dire que celui qui a du contenu paye pour qu'il soit diffusé, et puis celui qui vient regarder le contenu, il paye sous forme de publicité. On est bien revenu au modèle du téléphone. Maintenant, c'est plus des communications à la minute, c'est des publicités. Mais le modèle est vraiment le même. Rapidement, les acteurs qui sont en jeu là-dedans. Dans le monde de la téléphonie et de la télévision. Pour le coup, j'ai pris la télévision payante parce que là aussi, on retrouve des modèles économiques qui sont les mêmes, très centrés. C'est-à-dire qu'un réseau, la télévision payante, c'est le câble ou le satellite, et c'est pareil, ce sont des terminaux passifs, avec un centre qui contient, non l'intelligence on ne peut pas dire, mais le contenu, et qui le diffuse. On retrouve là-dedans des monopoles locaux, c'est-à-dire que typiquement, la boîte qui a construit le réseau cuivré d'une région, genre la France, qui est un petit département d'Europe, a un monopole local. On trouve des modèles à interconnexion restreinte, c'est-à-dire que dans le monde de la téléphonie, n'importe quel opérateur ne vient pas s'interconnecter avec n'importe quel autre. C'est-à-dire, si je monte mon petit opérateur pour rire dans mon jardin avec mes potes, on pourra se téléphoner entre nous, mais le droit de s'interconnecter d'égal à égal avec les autres opérateurs de téléphonie, très restreint. Il faut négocier longuement. On a le modèle éditeur-diffuseur, c'est le modèle classique de la télé payante.
Il y a les éditeurs qui font des contenus, parfois même intelligents, et puis il y a les diffuseurs qui diffusent le contenu. Le diffuseur, il est payé au deux bouts. Il est payé par la chaîne de télé qui paye pour être diffusée, et il est payé par l'abonné qui paye pour recevoir. C'est vraiment le même modèle économique que celui du téléphone. On voit des jeux d'exclusivité, c'est-à-dire que quand un opérateur téléphonique passe par un autre, en général, le lien est unique. C'est très rare qu'on ait des opérateurs téléphoniques qui soient connectés à plusieurs. C'est-à-dire un opérateur téléphonique connecté à deux autres pour router les mêmes appels. C'est un modèle extrêmement rare. Même chose dans la télévision. Il y a souvent des accords d'exclusivité. Et l'opérateur de téléphonie joue le rôle d'intermédiaire de facturation. C'est-à-dire que même dans les années 80, quand je téléphonais à mon copain à Madrid, je ne recevais pas de facture de Telefónica. Je ne recevais qu'une facture de France Télécom. Quand j'appelais le 3615 bidule pour aller consulter des services passionnants sur le Minitel, genre réserver un billet de train, ou faire des choses que la morale réprouve et qui ont fait les fortunes de beaucoup de gens, je ne recevais pas de facture de monsieur 3615 machin. Moi, je ne recevais qu'une facture de France Télécom. Le modèle standard classique de la téléphonie, c'est que l'opérateur de téléphonie est l'intermédiaire de facturation. Si on regarde comment ça marche sur Internet, c'est très différent. Au moins sur l'Internet tel qu'il était voulu au départ. À la place du monopole local, on a une certaine pluralité. C'est-à-dire que on nous a parlé de l'ouverture de la concurrence, l'ouverture des marchés, tout ça. Moi, quand on ne me parlait pas de l'ouverture de la concurrence et de l'ouverture des marchés, c'est-à-dire quand je me suis abonné à FDN en 96, il y avait 5, 6 opérateurs à qui je pouvais m'abonner sur Paris et je pouvais prendre l'opérateur que je voulais. Il n'y avait pas de souci. Il y en avait bien plusieurs. Les interconnexions entre opérateurs étaient systématiquement multiples. C'est-à-dire qu'un opérateur donné est toujours en lien avec le standard, c'est une ou deux douzaines d'autres opérateurs, via des liens de transit, des liens de peering. Pour vous donner une petite idée, Gitoyen est en interconnexion avec probablement une centaine d'opérateurs. L'opérateur de réseau se comporte comme un transporteur. C'est-à-dire que quand je commande un paquet chez un commerçant, pas forcément via Internet, hein, dans les années 80, chez les Trois Redoutes, quand je commandais des chaussettes, je payais mes chaussettes à les Trois Redoutes, et les Trois Redoutes payaient le transport à la Poste. Et la Poste ne s'occupait que de transport. Ça, c'est à peu près le modèle d'Internet. Mon FAI, il transporte mes données, c'est tout. Il ne regarde pas ce qu'il y a dedans, c'est pas sa sauce. Finalement, d'où ça vient? C'est-à-dire savoir si ça vient d'un contenu payant ou si ça vient d'un contenu gratuit, lui, s'en fiche. Il transporte de manière neutre. On est sur un modèle de facturation directe. C'est-à-dire que quand j'achète un produit sur Internet, que ce soit un livre chez Amazon ou un abonnement à un site qui contient de l'actualité passionnante avec des gens tout nus sur des photos, je paye directement. C'est-à-dire que je ne paye pas à mon fournisseur d'accès qui, comme ça, n'est pas au courant, plus discret. Alors, quelques exemples d'opérateurs. Bon, forcément, j'ai cité FDL, c'est le mien. J'ai cité Neuronexion parce qu'on est à Amiens. Et puis, le gros national à l'époque, c'était Olean. C'est-à-dire que Olean, qui était un gros opérateur à l'époque, dans les débuts du net, milieu des années 90, Olean était connecté à des dizaines d'autres opérateurs en France. Il n'y avait pas de problème pour obtenir un accord d'interconnexion dans des conditions relativement équitables entre Neuronexion, qui était une PME avec quelques personnes sur Amiens, et Olean, qui était une PME avec quelques dizaines ou quelques centaines de personnes sur la fin, à Paris. Où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, Orange, c'est le nom moderne de France Télécom. Interconnexion avec eux, rêve. Interconnexion multiple, si tu veux transporter ton trafic vers Orange, en gros, tu finiras par le leur payer. Free, même punition.
c'est pas vraiment un opérateur Internet, c'est plus vraiment un opérateur Internet. C'est en train de basculer tout doucement vers un opérateur Minitel. Il y a 3 ans, l'idée qui a été tenue sur FRNOG de dire à Dailymotion « je transporterai ta merde si tu me donnes des sous », elle aurait fait bondir les gens de chez Free. À l'époque où ils étaient petits, ça leur aurait fait très peur parce que c'était un moyen de les empêcher de grossir. SFR, oui, alors pour les gens qui ne savent pas, SFR, c'est le nom complet de 9CGTEL. Ben, je ne sais pas, c'est le plus gros actionnaire. Moi, je veux bien les appeler autrement, mais enfin voilà, l'actionnaire, c'est SFR. Donc eux, même chose. C'est plutôt un opérateur de téléphonie qui vend du net, avec du vrai Minitel dessus. Numéricable, même punition. Alors eux, ils vendent de la télé. Téléphone, pas bien, mais de la télé, plus, beaucoup. On a vu tout à l'heure, c'est à peu près les mêmes modèles, c'est-à-dire c'est un réseau centré. On fait facturer à la fois le mec qui diffuse et le mec qui reçoit. Enfin, on est vraiment sur le modèle classique. C'est exactement le même schéma de fonctionnement que les réseaux d'antan. Je vous laisserai répondre à la question, qui est encore opérateur Internet là-dedans? Eh bien, il n'y a pas grand monde. Si vous regardez, entre ceux qui sont morts et ceux qui ont été rachetés, il reste vraiment pas grand monde. Ça, c'est un morceau sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus. Il n'y a qu'un seul slide, mais il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'on n'a pas basculé du modèle Internet qui commençait à émerger au milieu des années 90 au modèle Minitel qui est en train d'émerger aux États-Unis au début des années 2000, complètement par hasard. Il a fallu plusieurs morceaux pour en venir là. Même chose, je vais me centrer plutôt sur les effets franco-français, mais vous verrez, le modèle s'étend assez bien. D'abord, les DRM, ça vous parle, on en a parlé beaucoup ici, DADFSI, droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, pour les gens qui oublient ce que veut dire l'acronyme. Créer des DRM, c'est créer de l'exclusivité. C'est un morceau qui manquait sur Internet. On ne pouvait pas créer de l'accès exclusif de manière simple. En mettant des DRM dedans, on peut bien, c'est facile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura bien mis des DRM dans tous les fichiers, l'opérateur pourra dire « je transporte ou pas les fichiers signés par machin ». Microsoft n'a pas envie de transporter les fichiers signés par Torvalds. Simple, il suffit de ne pas les transporter. Les brevets, ça crée de la fermeture. Je vous le disais tout à l'heure, Internet et le logiciel libre, c'est très exactement la même chose. Ce ne sont que deux facettes du même objet. À partir du moment où je mets des brevets, je ferme le jeu. Si c'est breveté, ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de le refaire pour venir s'interconnecter. En fait, une fois que j'ai bien breveté le mode de fonctionnement du Minitel, un méchant concurrent ne peut pas fabriquer des Minitel. Ça ne sert qu'à ça, les brevets. C'est même la définition du brevet. Le filtrage que nous demandent régulièrement les différents gouvernements, on pourrait croire que c'est de la censure fasciste. Il y en a sans doute un petit peu. Je pense que quand les renseignements généraux demandent en loose day à un opérateur de filtrer un gars, ça pourrait ne pas être parce qu'il est terroriste, mais juste parce qu'il fait chier. Disons que ça s'est déjà vu. Mais ça a un effet de bord très amusant. Une fois que les opérateurs ont mis dans leur réseau, ce n'est pas encore le cas, mais ça vient, des boîtiers qui sont capables de filtrer. Le boîtier qui est capable de filtrer, je pense qu'il y a quelques informaticiens dans la salle, il filtre ce que l'admin 6 demande de filtrer. C'est-à-dire ce que le gouvernement vous demande de filtrer, parce qu'il est plutôt obéissant pour ne pas aller en tôle, et puis ce que ses patrons lui demandent de filtrer. C'est-à-dire que le filtrage qui est demandé par le gouvernement pour des raisons probablement de sécurité publique, enfin on espère, il permet également de rétablir le modèle des demi-connexions. C'est-à-dire que je filtre les sites nazis et les filtres qui n'ont pas payé. Ça permet de bien faire rentrer ce modèle économique. Un exemple type de ce truc-là, il y a de plus en plus de réseaux en France où le peer-to-peer est filtré.
pas filtrer complètement, parce que si on le filtre complètement, ça se voit. Mais curieusement, quand vous allez regarder la vidéo sur le site web de diffusion de vidéos qui a payé des sous parce qu'on le lui a demandé, ça va bien, c'est fluide, nickel, bon débit, impeccable. Par contre, vous allez essayer de télécharger une Debian en peer-to-peer, vous allez voir, ça rame. Pourtant, c'est le même réseau, qui repasse par les mêmes endroits, c'est-à-dire qu'on remonte tout à Paris puis on redispatche après. Oui, ça c'est du Minitel, on remonte tout à Paris puis on redispatche après. En Minitel, quand je discutais depuis Marseille avec mon pote marseillais, nos questions et nos réponses passaient par Paris. On fait pareil maintenant. Donc le filtrage, il a déjà commencé. Et il a déjà commencé pour facturer des demi-connexions. La responsabilité, alors j'étends un petit peu le titre, c'est les différents débats qu'on a eus depuis l'affaire Alterne en... C'était quand l'affaire Alterne 97 Non, 98, 99 par là. C'est la responsabilité des hébergeurs, c'est-à-dire que l'hébergeur est responsable de ce qu'il y a sur le site, et si on lui signale un contenu supposément illégal, il se doit de l'enlever avec diligence. Je trouve qu'il pourrait l'enlever avec voiture, mais diligence c'est mieux. Ça veut dire que si je prends le risque de permettre à quelqu'un de poser son site web sur ma machine, s'il dit de la merde, c'est moi qui vais en tôle. Moi, je ne peux pas l'assumer. France Télécom peut l'assumer, parce que quand il y aura un procès, France Télécom enverra son armée d'avocats, expliquera que dès qu'on lui a signalé le contenu, elle l'a enlevé. C'est vrai, c'était un dissident d'un endroit où on n'a pas le droit de décider, qu'il aille donc décider ailleurs. Donc ça a été tout bien enlevé, et ils pourront dire, nous, on est blanc-bleu, ils vont au procès, ils payent les avocats, ils s'en sortent. Par contre, la PME de banlieue qui essayait de faire pareil, quand elle s'est retrouvée devant le juge, ça lui a coûté un œil de payer l'avocat. Et puis comme le mec qui décidait, il disait des trucs finalement qu'en France on a le droit, ils ont estimé qu'ils n'allaient pas supprimer le site. Et donc ça va jusqu'au procès et ça coûte cher. Donc la responsabilité des hébergeurs, ça tend à faire que les petits hébergeurs ont du mal à exister, parce qu'ils existent en vivant dangereusement. Donc ça crée du réseau centré. Puisque les petits ont du mal à exister, il ne restera que les gros. La régulation, c'est aussi quelque chose de fabuleux. Ce qu'on appelle régulation dans le monde Internet professionnel, c'est l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ex-ART, Autorité de régulation des télécommunications. C'est des gens qui ont été mis en place à l'époque où, suite à certaines directives européennes, on a ouvert le marché des télécoms. J'ai assisté, alors si un petit peu en tant que président de FDN, mais aussi avec d'autres casquettes, à une des réunions de l'ARCEP, sur les réseaux d'initiative publique, où il y avait le monsieur responsable du dégroupage en France, qui nous expliquait, mort de rire, qu'il y a 10 ans, quand ils ont commencé et qu'ils ont fait les premières réunions sur le dégroupage, il fallait une salle de réunion gigantesque pour asseoir les 50 opérateurs. Alors qu'aujourd'hui, quand ils font les réunions sur le dégroupage, ils font ça dans son bureau parce qu'ils sont 4. Et il avait l'air content de lui, Pépère. C'est-à-dire que lui, il a été mis en poste pour ouvrir le marché, il est passé de 50 acteurs à 4, et il est content. Fabuleux. Moi, je trouve fabuleux. Et donc, ce petit jeu où on se retrouve avec 4 opérateurs qui vendent du Minitel Net 2.0, ça fait qu'ils sont suffisamment gros pour envoyer chier tous les autres. Je veux dire, quand on s'appelle Free et qu'on a 2 millions d'abonnés, ou quand on s'appelle France Télécom et qu'on en a 4, ou quand on s'appelle Neuf et qu'on en a je ne sais plus combien, à force de racheter leurs clients, je ne sais plus où ils en sont, 2,5 probablement, forcément, un schtroumpf qui vient avec 20 000 comme Nérim, rien à battre. Je ne parle pas aux petits. Donc la difficulté d'interconnexion des réseaux, elle vient en bonne partie des erreurs de régulation ou des choix de régulation, parce que c'est peut-être pas par erreur, qui font qu'il n'y a plus de petits opérateurs. Et puis pour ceux qui étaient à la table ronde politique hier, il y a des problèmes de gouvernance.
Les problèmes de gouvernance, ce sont tous ces braves gens qui se réunissent entre eux pour décider si, oui ou non, on va permettre aux gens d'acheter des noms de domaine sans leur papier, ou si on va distribuer des adresses IP aux pas gentils, ou comment on va faire en sorte que les pédos-nazis puissent pas faire ci ou ça, ou que les terroristes puissent pas poster, donc comment Google va filtrer tous les sites écrits en arabe, parce que ça doit être suspect, sauf ceux, bien évidemment, signés par le gouvernement qui vend du pétrole. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance d'Internet. C'est l'IANA, c'est l'ICANN, c'est le RIPE, etc. Ça, en fait, c'est une assurance. Une fois que c'est convenablement tenu par les quelques juristes des très gros opérateurs, parce que vous pouvez y aller dans les instances de gouvernance, il n'y a pas un technicien à poil dur. Il y a quelques vieux barbus tout gris qui parlent BGP, le reste, c'est tout du cravateux, juriste, docteur en droit, envoyé par les opérateurs pour vérifier que tout va bien. Ça, c'est une assurance. C'est l'assurance du fait qu'ils resteront dans la position où ils sont. D'où ça sort tout ça? Ça sort schématiquement de l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui ont de quoi fabriquer du réseau sont les gens qui ont fabriqué le téléphone et qui étaient en situation de monopole. Ce sont les gens qui ont fabriqué la diffusion télé et qui étaient en situation de monopole. Internet est né. À un moment, ils se sont dit, tiens, ça va se vendre. Alors, ils en ont vendu. Et puis, sans forcément être méchants, on pourrait croire à la théorie du complot, mais j'y crois pas. Je pense qu'ils ne sont pas assez malins pour s'être dit, tiens, on va se liguer pour attaquer sur tous les fronts en même temps pour faire taire les pénibles. Moi, je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais ils sont en train d'éteindre Internet. Et c'est un effet de bord naturel, c'est-à-dire qu'Internet remettait en cause leur monopole. Ils ont fait chacun les petites actions dont ils avaient besoin pour essayer de maintenir leur monopole. Les gros éditeurs de musique en faisant des DRM, les auteurs de logiciels tout pourris propriétaires en faisant des brevets, les marchands de contenu qui ne veulent pas qu'on aille acheter le contenu des autres en faisant du filtrage, etc., etc., etc. Je ne pense même pas qu'ils se soient concertés pour faire tous la même connerie. Et quand ils vous disent qu'on passe à l'ère du numérique, c'est vrai. Ils font bien du numérique. Si vous regardez, la télé, autrefois, il y avait de la neige, maintenant, elle pixelise. C'est bien qu'elle est numérique. Mais ce n'est pas de l'Internet. C'est du numérique. Du numérique, ça peut être le baladeur fermé propriétaire d'une grande marque japonaise en 4 lettres commençant par S, finissant par Y, qui met des rootkits dans les CD. Ou ça peut être le fait que je fasse écouter la musique que j'aime bien à ma petite sœur. Dans les deux cas, c'est du numérique. Juste, moi je trouve qu'il y en a un, il est avarié. Je vous laisse deviner lequel. J'espère avoir réussi à vous convaincre du fait qu'en ce moment, vous mangez beaucoup de Minitel et pas beaucoup d'Internet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en conclure? D'abord que vive le Minitel 2.0, hein, ça y est. Donc en fait, vous voyez, c'est à peu près celui-là. Hein? Il y a du moisi dessus avec de la poussière. Romain, tu devrais le nettoyer, il est dégueulasse ton Minitel. Mais je trouve que c'est bien, parce que voilà, ce qu'on est en train de manger, c'est du ça, mais avec un écran plat, grand, puis sans la poussière. Enfin, le moisi se voit moins, il est dedans. Pourquoi est-ce que je suis venu vous dire ça à vous qui êtes des libristes? Parce que le soufflet va retomber. L'apparition d'Internet a permis l'apparition du libre et l'apparition du libre a permis l'apparition d'Internet. Les deux ont cru en même temps. Il va y avoir un décrochage. Le numérique va continuer à croître, mais Internet a commencé sa décroissance il y a déjà quelques années. Il y a de moins en moins de gens qui s'hébergent eux-mêmes sur leur ligne ADSL. La décroissance d'Internet a commencé. La décroissance du libre, c'est juste après. Même si vous arrivez à ce qu'ils ne fassent pas passer les brevets logiciels cette année et les DRM l'année prochaine, si vous arrivez à Internet, si vous arrêtez Internet, si vous les laissez arrêter Internet libre, vous allez mourir.
Le risque, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens du réseau, j'en vois 3-4 là dans la salle qui sont des vieux de la vieille du réseau. MSN, avant d'être un moteur de recherche, c'était Bill Gates qui ne croyait pas en Internet et qui voulait faire Microsoft Network avec des contenus estampillés Microsoft, vendus par Microsoft, avec des DRM Microsoft, sur des ordinateurs Microsoft. Ça y est, il est en train de le faire. Regardez bien, c'est en cours. Une fois que tous les contenus en ligne, ils auront des DRM et des brevets dedans, ce type-là aura acheté Internet et il en aura fait MSN. À l'époque où il a essayé de lancer MSN, c'était quoi, 95, 96, par là, j'étais encore étudiant, c'était dans ces années-là. Il avait échoué comme une merde. Son truc avait été un flop commercial colossal. Alors quand je dis à nous 5, je n'ai pas compté précisément, mais dans le nombre d'associations qui travaillent un peu dans ce domaine-là en France, on n'est pas beaucoup. Il y a FDN, ça fait plusieurs années déjà qu'on vient au RMLL et puis qu'on dit « Attention, faites gaffe les mecs, ça vous pend au nez » et on rencontre un écho de silence assourdissant. Il y a Globnet qui fait des petites choses, il y a Alterne qui fait des petites choses quand Valentin n'est pas en vacances. On est une demi-douzaine au maximum à s'en soucier. Des gens qui s'intéressent à savoir comment est-ce qu'on fait pour qu'Internet reste Internet, ou redevienne Internet, pour faire un réseau libre. Ça se compte sur les doigts de la main en France. Et pourtant, il y a un vrai danger. Si j'ai pu un petit peu en réveiller 2 ou 3 qui se disent « Tiens, peut-être », voilà, j'aurais pas perdu mon temps. Et puis, je veux quand même terminer sur une note positive. Ils sont en train de nous enfler. Ça ne fait pas un pli. Par contre, je sais qu'on va gagner. C'est évident. C'est évident. Exactement comme quand on a inventé l'imprimerie, il était évident qu'il y aurait un jour la liberté de la presse. Toute la question, c'est de combien de temps ils pourront le retarder. Sur l'imprimerie, l'Église, les moines copistes, à qui on piquait quand même leur business, les dirigeants qui n'avaient vraiment pas envie qu'on parle de ce qu'ils font, ont réussi à retarder de quelques siècles. Là, on est sur le même jeu. C'est-à-dire les moines copistes de DVD qui ne veulent pas qu'on leur pique leur business, les dirigeants qui aimeraient mieux qu'on ne puisse pas décider à l'étranger sur Internet. Ces gens-là, ils cherchent à éteindre le net, exactement comme les autres avaient cherché à éteindre l'imprimerie. Alors, je me dis, sur l'imprimerie, on a gagné, finalement. Dans à peu près un quart de la planète, il y a de la liberté de la presse. Sur Internet, on va gagner. Tout mon problème, c'est de savoir est-ce qu'on va gagner demain ou est-ce qu'on va gagner dans 30 ans. Mais on va gagner. Et alors, je suis sûr, si vous vous réveillez, on a plus de chances que si vous continuez à dormir. Voilà, moi j'avais ça à vous dire. Si vous avez des questions, je suis tout prêt à troller avec vous. Il marche ce micro-là? Oui, nickel. Tiens Jean-Charles, tu vas venir faire porte-micro. S'il y a des gens qui ont des questions. Il y a de moins en moins de gens qui s'hébergent, au total ou en proportion? Je me pose la question parce que est-ce que finalement l'aspect libre peut subsister juste parce qu'il y a une masse critique de personnes ou est-ce qu'il faut une proportion de personnes? Dans l'idéal, il faudrait une proportion, vu le nombre de gens qui achètent des Minitel en couleur avec du flash dedans. S'il y en avait 1% qui s'auto-héberge, on aurait du vrai Internet libre et incontrôlable. Donc une proportion, ce serait magnifique. Le fait qu'en proportion ça baisse, j'en suis certain. Je soupçonne qu'en chiffre aussi ça baisse. C'est-à-dire que je connais des gens qui, au tout début de la DSL, s'étaient auto-hébergés parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'avoir du mail pourri avec 1,5 méga où on peut recevoir un mail tronqué tous les 15 jours et qui s'étaient dit, ils font chier, je vais le faire chez moi, marchera mieux.
Alors, depuis que les faiseurs de Minitel ont appris à faire du mail plus volumineux, ont appris à stocker de la vidéo, bref, ont appris à attirer le client en lui apportant des services, bon, finalement, le gars qui se fatiguait à installer son petit serveur de news et son petit serveur de mail à la maison, juste, il en a ras-le-bol. Il trouve que le webmail en web 2.0 avec du Java qui flash et qui clignote, ça permet de lire son mail sur Yahoo dans un cybercafé. C'est cool. Ouais, COULE. C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste chinois qui avait son mail dans sa boîte aux lettres et qui se disait « c'est cool », quand Yahoo l'a donné au gouvernement, il a dû se dire « c'est con ». Mais je soupçonne que, en nombre pur, les gens qui s'auto-hébergent, ce qui était apparu avec l'apparition de la DSL, parce qu'il fallait des connexions permanentes pour le faire, soit en train de baisser. C'est l'impression que j'ai, je me trompe peut-être. Mais au moins, il n'augmente pas assez vite. Il augmente beaucoup moins vite que le Minitel 2.0. On est, je pense, ici à peu près tous convaincus de l'intérêt de faire quelque chose pour éviter qu'Internet s'effondre. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à part propager la bonne parole? Déjà, propager la bonne parole, ce ne sera pas du temps perdu. Ce qu'on peut faire est très compliqué. Je pourrais bien vous dire, viendez tous vous abonner chez FDN. Ça y ferait du net libre, juste vous seriez trop nombreux. Donc venez, plusieurs, mais pas tous. Donc, ça pourrait être une des réponses. Je pourrais vous dire, mais faites vos fournisseurs d'accès, bordel de Dieu, c'est pas dur. C'est pas dur de monter un fournisseur d'accès. Faites-le, au moins vous saurez qui filtre votre réseau. Il y a un gros travail aussi d'éducation. Oui, on a un net BBSD qui, à mon avis, aura quelques savoirs sur la question. C'est-à-dire, quand elle sera grande, ses parents pourront lui dire « De mon temps, quand j'étais jeune, il a existé un réseau libre. » Tu lui raconteras. Donc, je crois que ce sont les deux piliers. Le premier, c'est qu'il faut éduquer. Allez expliquer aux gens ce que c'est qu'Internet. Allez dire aux gens que Internet, c'est pas de mettre les vidéos marrantes sur Dailymotion. Internet, c'est de mettre les vidéos marrantes sur mon PC et que vous veniez les voir. C'est fondamental comme différence. Ça, c'est le premier pilier. Éduquer les gens. C'est très long. On savait, moi, ça fait très longtemps que je suis sur Internet, ça fait 10 ans que je suis président de FDN, ça fait longtemps que je réfléchis sur ces questions-là. Je sais que c'est long d'éduquer les gens. La croissance actuelle de vente de machin box en Minitel 2.0, c'est pas la croissance de l'éducation honnête. Le type qui publie son blog sur un ordinateur qu'il ne possède pas, il fait du Minitel. Alors il apprend à faire du Minitel amélioré où il peut parler, mais il n'a pas encore appris à faire du net, c'est-à-dire à mettre son blog sur une machine qu'il est le seul à pouvoir couper du réseau. C'est très différent. Cette éducation-là va prendre un petit peu de temps. Et le deuxième pilier, c'est faites votre réseau. Faites vos serveurs IRC qui ne sont pas ceux des gros opérateurs. Faites vos serveurs mail qui ne sont pas ceux des gros opérateurs. Faites votre réseau. Avec ces deux piliers-là, on aura quelques résistants qui sont ceux qui font le réseau et quelques enseignants pour propager la bonne parole. C'est les deux fondamentaux dont on a besoin. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Si, on peut essayer de se battre sur le juridique. Mais on y va vraiment avec un lance-pierre contre des chars d'assaut. Il faut espérer que les lance-pierres gagnent. Moi, j'ai personnellement un tout petit souci avec la proposition que tu fais, qui concerne donc héberger soi-même des choses, c'est la consommation électrique. C'est-à-dire que quand on concentre quelque chose, en fait, on a plus de chances, je finis quand même, on a plus de chances de mutualiser, y compris l'énergie, donc on va consommer moins.
Est-ce que quand tu dis hébergez-vous vous-même, est-ce que tu imagines que quand on héberge chez Où va-t-on, chez l'autre, etc., des coopératives, est-ce que c'est s'héberger soi-même, ça, ou pas? Alors, je veux reprendre un petit peu. Il y a deux objections classiques au hébergez-vous vous-même. Il y en a des moins classiques qui sont en général pas très intéressantes, ou en tout cas, j'en ai pas encore entendu. Il y en a deux qui sont vraiment classiques, et celle que tu indiques, qui est intelligente, il y en a une autre qui est bête. Alors je vais terminer par celle qui est bête, enfin je vais commencer par celle qui est bête pour m'en débarrasser. C'est compliqué techniquement, ça c'est juste faux. Je veux dire, si le débile de base, il est capable de poster une vidéo sur Dailymotion, et il est capable de poster dans son blog, faire une internet box dans laquelle il y aura le serveur Apache qui contient son blog et les plugins type Dailymotion, il n'aura qu'à uploader vers sa boîte, c'est pas plus dur. Donc techniquement c'est compliqué, ça c'est juste faux. Après, il y a le problème écologiste. La question écolo là-dedans, c'est si je laisse mon PC allumé tout le temps pour héberger mon pauvre site web qui a 12 visiteurs par jour, je brûle le courant plein pour rien. Ça, c'est un vrai problème. Mais dire je vais m'héberger en salle machine avec tout le monde, comme ça si on pose une bombe, tout le monde se tait, c'est la mauvaise réponse. Quand les écolos disent la consommation d'électricité fabriquée avec du charbon et du nucléaire, c'est vachement dangereux, ils ont raison. Quand on apporte comme réponse, il n'y a qu'à se passer de l'électricité, c'est pas la bonne. Un ordinateur capable d'héberger un site web, c'est pas l'énorme machin avec 12 ventilos que tu utilises pour jouer au dernier jeu à la mode. Un ordinateur capable d'héberger un site web, ça a une puissance de calcul similaire à celle qu'on trouve dans un Palm aujourd'hui ou dans un téléphone. C'est-à-dire que mon téléphone, là, s'il n'était pas en Java avec de la merde dedans, il serait capable de faire des sites web comme on n'en rêvait pas en 95. Il consomme pot de balle en courant. Lui, tu peux le laisser chez toi branché. Et pour peu qu'en plus, tu lui donnes du courant que tu as fabriqué avec des fines herbes et avec du bois, ou avec du solaire, ça va être nickel. Un petit ordinateur qui ne mange que du solaire et qui est autonome tout seul dans sa boîte avec du solaire, ça existe. Les fous qui font des réseaux Wi-Fi bizarres, ouverts, etc., ils ont ça. Les espèces de routeurs qui viennent mettre sur le toit collés à la borne Wi-Fi, c'est 100% autonome et c'est sur du solaire, ça ne mange pas d'énergie. Oui, à Amiens, ça marche moins fort. Il faut mettre un tout petit peu plus de surface de panneau. Mais voilà. La question est bonne. La réponse n'est pas « je ne vais pas m'héberger ». Hébergeur hébergé, c'est pas forcément une bonne réponse. C'est dans le sens, on se met à 3 et on loue une bécane dans une salle machine. C'est dans cet esprit-là. Dans cet esprit-là, dans la balance entre Internet et le Minitel, quand tu mets ton site web chez OVH, tu es purement dans le Minitel. Si tu le mets sur les serveurs de page perso de Wanadoo, c'est pire. Quand tu commences à le mettre sur les serveurs hébergés en salle machine d'une assos sympathique, l'Autre-Net, Où va-t-on, des gens comme ça, Tux Family, tu rééquilibres un peu. Quand tu le mets sur les machines auto-hébergées des gens comme Rien, le réseau d'hébergeurs indépendants engagés, je vous incite à aller les voir si vous ne les connaissez pas, R-H-I-E-N. Super bien ce qu'ils font, ça penche presque vers de l'Internet. Parce qu'ils s'y mettent à 10, 15, 20, 30 à héberger sur la machine du gars qui sait faire leur site web, derrière leur ligne ADSL. Là, on est quasiment sur de l'Internet. On est sur du beaucoup net. Donc oui, c'est mieux. C'est-à-dire, si tu as à choisir entre les pages perso de ton fournisseur d'accès moisi, qui retirera le contenu si ça ne lui plaît pas, et te faire héberger sur la même machine que ta bande de potes, c'est plutôt mieux la deuxième solution. Maintenant, si la machine en question, elle est dans une salle machine qui ne t'appartient pas, où les flics, ils rentrent quand ils veulent, avec même pas un mandat, juste ils demandent poliment au monsieur à l'entrée, pas top. J'espère que ça répond un peu à ta question. Y a-t-il d'autres questions ? Je veux bien que tu fasses un commentaire sur la généralisation des échanges en peer-to-peer.
Tu disais tout à l'heure, Internet, on a mis l'intelligence en périphérie du réseau. Donc j'ai l'impression que, en tout cas en France à l'heure actuelle, les gens ont beaucoup pris l'habitude de partager des films. En tout cas, ça, j'ai l'impression que c'est vraiment généralisé. Et donc ça, c'est un truc. Et l'autre truc, c'est le développement. C'est très lent, mais ça progresse, j'ai l'impression, de plein d'outils d'échange de contenu en peer-to-peer qui permettent de se passer de cette notion de client-serveur. Que ce soit GNU.net ou quelques autres expérimentations. Alors, ce que tu décris, c'est des gens qui développent des outils pour Internet, au lieu d'utiliser les vieux outils pour Minitel. Le peer-to-peer est probablement l'une des seules applications qui soit systématiquement de type Internet sur le réseau. Curieusement, c'est pour ça qu'ils veulent la filtrer. Quand je mets des fichiers à partager, alors tu disais des films, j'aime pas ça, des fichiers. Typiquement, je partagerai probablement en peer-to-peer la vidéo de ma conférence. Il n'y a pas d'ambiguïté, elle n'est pas volée. Le fait de mettre la vidéo de ma conférence en peer-to-peer, c'est un moyen de diffusion qui est intrinsèquement de type Internet. Donc, l'utilisation du peer-to-peer, c'est juste l'utilisation d'Internet. C'est une des utilisations normales, naturelles d'Internet. Internet, c'est fait pour faire ça. Et le fait de développer de plus en plus d'applications qui, au lieu d'aller chercher les données sur un serveur central, sont capables de les trouver sur des serveurs décentrés n'importe où, c'est juste des applications qui passent à Internet. Donc oui, ça c'est de l'Internet. Mais tu verras, si on les laisse faire, ce sera filtré. Je précise juste ce que j'entendais. Pourquoi je te pose la question là, c'est parce que tu dresses. Enfin, j'ai l'impression que la population moyenne, typiquement celle que je rencontre quand je fais du stop, eh ben oui, elle fait du Minitel parce qu'elle fait du MSN, du Google et des blogs chez Skyblog. Mais qu'en même temps, elle sait quelque part réapproprier Internet de par l'échange de films que je citais. Oui, mais il faut bien comprendre, la population qui fait de l'Internet sans le faire exprès, en faisant du peer-to-peer, 9 fois sur 10, en fait, elle vole des vidéos parce que c'est trop cher, ou elle échange des vidéos, je ne veux pas rentrer dans le troll velu sur est-ce que c'est de la copie privée ou du vol. Elle échange des vidéos parce que ça permet de regarder le film vite, pratique, machin, tout ça. Sa liberté d'expression, je veux dire, échanger des vidéos avec ses potes, c'est un truc marrant, c'est, je pense, assez utile, mais c'est une part relativement marginale de la liberté d'expression. Savoir où je mets mon blog, savoir comment je le poste, c'est une part essentielle. C'est vraiment fondamental. Savoir où passent mes communications quand je fais de la messagerie instantanée. Ça, c'est un bon exemple. Quand j'étais étudiant et que je voulais bavarder avec mon pote qui était en stage en Écosse, je me connectais, en ces temps-là en telnet, à sa machine en Écosse, et nous discutions avec un outil qui s'appelait Talk. C'est-à-dire que la connexion était directe de sa machine à la mienne et nous discutions ensemble. En fait, nous chattions en peer-to-peer, pour faire moderne. De nos jours, pour faire pareil, ce qu'on se dit, ça transite chez Microsoft, parce qu'en France, l'outil dominant, c'est MSN. Ben, je suis désolé, MSN, c'est du Minitel, Talk, c'est de l'Internet. Y a-t-il encore des questions? Parce que sinon, il faut que je laisse la parole. Ah non, c'est pas la dernière, parce que ça peut pas être la dernière, Thierry. Moi, j'ai une toute petite question. Tu disais dans les exemples l'autre ou va-t-on ou Tux Family. Je sais comment l'autre prend ses tuyaux. Ils veulent vraiment une vraie indépendance opérateur. Je sais comment où va-t-on prend ses tuyaux aussi. Je sais par exemple que Tux est hébergé chez Free. Apparemment, au niveau tuyau, je ne sais pas quel est leur modèle économique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques comme dans cette balance? Tu disais que l'autre ou va-t-on et Tux c'était au milieu de la balance. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques que ces structures-là basculent du côté Minitel 2.0 en ne cherchant pas à avoir cette indépendance? C'est autre chose. La différence sur est-ce qu'ils sont la danseuse de quelqu'un qui leur donne du réseau à l'œil, ou est-ce qu'ils sont autonomes parce qu'ils s'autofinancent? Est-ce qu'ils sont autonomes parce qu'ils assument leur technique, ou est-ce qu'ils ne sont pas autonomes parce qu'ils ont délégué leur technique? Ça, c'est de l'ordre de savoir, est-ce que le journal que tu achètes, c'est le Canard enchaîné sans publicité, ou c'est le Figaro avec plus de publicité que d'articles? C'est important.
Mais dans les deux cas, c'est de la liberté de la presse. Avec la liberté de la presse, on peut faire le Canard enchaîné ou on peut faire le Figaro, ou on peut faire 20 minutes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la liberté de la presse. Donc pour moi, en termes de liberté de la presse, l'autre net, où va-t-on, Tux Family, même combat. Après, j'ai certaines tendresses, mais ce n'est pas lié à mon propos. Je propose que s'il reste des questions, elles se fassent dehors. Pour que... Non, il n'y aura plus personne de la salle. Oui, mais... Surtout que je t'invite à rester au début, parce que je crois que je vais changer mon début de conférence. Et que si tu aimerais t'interpeller là-dessus... En fait, tu as beaucoup parlé pendant la conférence et beaucoup pendant les questions des aspects hébergement. Mais quelque part, si je mets mes pages perso chez l'autre net pour consulter mon webmail à travers ma machin box, ou bien si j'héberge mes pages perso chez moi pour que les autres y accèdent via ma machin box, j'ai rien changé finalement. Si, tu as tout changé. La machin box, elle est toujours chez machin quand même. Alors, tu as tout changé pour une raison simple. Quand moi j'ai installé Linux sur mon PC, j'ai rien changé au monopole de Microsoft et j'ai rien changé à l'informatique moisie. À force qu'on soit plusieurs à l'avoir fait, à force qu'on soit plusieurs à avoir réfléchi à comment le faire mieux, comment le faire plus simple, comment le faire plus vite, on a fini par prendre des parts de marché, comme disent les businessmen. Donc si, quand tu mets ta page perso sur ton PC et que tu te dis « Putain, c'est chiant à installer Apache, il faudrait faire plus simple », tu fais avancer le truc. Quand tu réfléchis à comment je pourrais faire un autre chose qu'un PC, c'est-à-dire un machin qui ne brûle pas 150 watts, mais plutôt 12 watts pour héberger mes pages perso, tu fais avancer le merdier. Si vous êtes 2000 à faire avancer le merdier, il avancera plus vite que si je suis tout seul. Donc je t'accorde que pour le moment, mon site web qui est sur mon PC à la maison, ça ne va pas changer la face du monde. Quand on sera 10 millions en France à faire ça, quand les 5 millions de gamins qui skybloguent, ils skyblogueront chez eux. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller mettre leur contenu chez les autres, ils feront aptitude install Skyblog et plouf. Alors on aura progressé. Oui, en attendant, tu as toujours un débit asymétrique parce que, curieusement, France Télécom te vend du Minitel. Souviens-toi, mon bel Internet, là, il a un débit asymétrique, 1275. Si tu regardes, il y a un ratio, il faudrait faire le calcul. Je n'ai pas de calculette sur moi, mais ça serait amusant. 1200 divisé par 75. Si, je dois avoir un palme qui doit savoir calculer ça. Alors pour info, ça fait un ratio de 16. Donc quand vous achetez le tip-top de l'ADSL à 20 mégas avec un petit mégabit d'upload, c'est moins bien en termes de ratio montant-descendant. Quand vous achetez le tip-top du câble à la mode maintenant, qui est du 100 dans un sens, 1 dans l'autre, c'est pire. Finalement, le Minitel, il n'était pas si asymétrique que ça. Bon, je vous propose qu'on écoute Thierry, et puis après, on ira causer dehors, pour ceux qui veulent.